Je vais parler des cas de l'Afrique de l'Ouest, mais plus particulièrement au Sénégal, les cas que je maîtrise le plus, et notamment du cas du collectif de Ndiaël, d'où je suis originaire, qui est un collectif d'éleveurs pasteurs qui est né quand le président Abdoulaye Wade a signé un décret à 5 jours d'une élection présidentielle pour déclasser une forêt et attribuer ces 20 000 hectares à une entreprise italienne. Nous, éleveurs, on a décidé de faire face, de ne pas se positionner en victime, mais de faire face à cette entreprise, de faire face à l'État du Sénégal, mais aussi de faire face à toutes ces personnes qui sont mobilisées derrière ces capitaux qui sont venus pour faire des agrocarburants. Au même moment où notre pays est en train d'investir des milliards pour exporter de quoi nourrir le pays, parce que nous trouvions que ce n'était pas juste. Nous avons commencé à mobiliser, à sensibiliser, mais on s'est rendu compte que pour s'opposer véritablement au projet, il fallait aller au-delà de cette sensibilisation, être en mesure de défendre notre position, de défendre notre refus. Et on a appelé notre mouvement Koden, qui veut dire en peul « habitons » et en français « collectif pour la défense du Ndiaël ». Ce choix était stratégique. Donc d'abord, c'était d'écarter les interprétations politisées, mais aussi une stratégie médiatique qui permettait une dénomination, une meilleure lisibilité des revendications et l'obtention de soutien en mettant en avant un motif porteur de mobilisation. Plusieurs actions ont été initiées, des lettres de protestation ont été envoyées un peu partout à travers le pays. On a interpellé le président, le nouveau président qui a été élu, qui avait lui aussi approuvé le projet. Il a rejeté d'abord avant d'approuver le projet après. On l'a interpellé. Des rencontres. Mais aussi, on a rencontré la société civile sénégalaise qui s'était mobilisée quand le cas était au niveau de Fanaï, à 100 km plus loin. La société civile sénégalaise qui s'est constituée en un cadre de réflexion et d'action sur le foncier. Et grâce à cette synergie, on a arrêté le défrichage dans la zone. Les forces de l'ordre sont parties. Parce qu'on avait dit à l'État du Sénégal, si vous voulez, il faut mettre un camp militaire ici. Mais on ne va pas arrêter. Aujourd'hui, l'assiette foncière est revue à la baisse par l'État du Sénégal. De 20 000 hectares, nous avons pu récupérer 10 000 hectares. Mais le combat continue pour récupérer les autres 10 000 hectares. Ça ne va pas s'arrêter. Parmi ces cas, nous pouvons en citer plusieurs. Ces cas d'accaparement. Il y a le cas de Ourour, où c'était aussi des Italiens pour faire de l'agrocarburant. Sidiba a parlé tout à l'heure de MDL, qui est une entreprise australienne qui exploite le zircon le long de la côte sénégalaise. Du cas de Wassadou, où c'est un Espagnol, ou bien en tout cas dans la zone de Tambacounda, où c'est un Espagnol qui voulait avoir 80 000 hectares pour faire du tourisme, la promotion du tourisme. Donc il y a beaucoup de cas, et tout ça grâce à cette synergie d'action, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les mouvements sociaux et la société civile, nous avons réussi quand même à attirer l'attention des autorités, à arrêter certains cas, mais aussi à suivre les cas au cas par cas. Cette société civile aujourd'hui ne fait pas que soutenir les populations sur les luttes, mais aussi veille sur la réforme foncière, parce que c'est un peu pour anticiper. Sur la réforme foncière, aujourd'hui, nous travaillons avec la Commission nationale de la réforme foncière. Il y a des concertations qui se passent entre la société civile et la Commission nationale de la réforme foncière. Le CRAFS a fait des propositions, en concertation avec les populations, bien sûr. Et il y a moins de mois, un document de proposition des populations, agriculteurs, éleveurs,
a été remis au président de la Commission nationale de la réforme foncière, qui est rattaché directement au président de la République du Sénégal. Et cette concertation et ce dialogue continuent jusqu'à présent. Et nous pensons continuer à défendre l'intérêt du monde rural, l'intérêt des producteurs. Cette situation est peut-être identique aux autres pays de l'Afrique, notamment le Mali, où on a la CEMAD, la convergence malienne contre l'accaparement des terres, où nous avons, donc, on peut dire que c'est dans ces deux pays, parce que le Sénégal et le Mali, nous avons une société civile forte, mais dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. On continue à arrêter des personnes, à les emprisonner. Et c'est pour ça qu'on a mis en place la convergence africaine contre l'accaparement des terres, de l'eau, mais aussi et des semences. Et cette convergence a mis en place une stratégie de lutte. Et dans cette stratégie, c'était l'organisation d'une caravane ouest-africaine. Et on a fait appel à la CEDEAO des peuples. Ce n'est pas la CEDEAO où on nous a fixé des frontières. La CEDEAO des peuples, où la Mauritanie fait partie. On a mobilisé plus de 400 personnes à travers cette caravane qui est partie le 3 décembre du Burkina, donc de Ouagadougou, en passant par Bobo Dioulasso, Bamako, jusqu'à Dakar, où un livret vert a été remis au président Macky Sall. L'objectif principal de la caravane est d'engager un dialogue politique, un dialogue social autour des enjeux et des droits sur le foncier. Donc, ce livret contient notre analyse, l'analyse de la réalité ouest-africaine par rapport à la terre, par rapport à l'eau, par rapport aux semences paysannes, ainsi que des problèmes structurels qui existent et qui sont à l'origine d'abus et de violations des droits des communautés, mettant en péril l'avenir d'une Afrique prospère et pacifique, l'avenir d'une Afrique qui a beaucoup souffert depuis la traite négrière. On se rappelle, chaque jour aujourd'hui à la télé, aux 20 h, on nous montre, si ce n'est pas les dégâts causés par les terroristes, c'est les pirogues de jeunes Africains qui périssent dans la Méditerranée. Chaque jour, on dit des clandestins. Mais ces clandestins, les premiers clandestins, c'était ceux qui étaient venus en Afrique durant la traite négrière, qui ont sillonné l'Afrique jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, qui ont pillé les ressources africaines. C'est les premiers clandestins. Ils sont venus sans être invités et sans visa. Ces clandestins, c'est ceux qui ont colonisé cette Afrique riche, qui a ses ressources minières, qui a ses ressources naturelles. Cette Afrique qui a un océan et des côtes poissonneuses. On me parle souvent des bienfaits du chocolat, de la Belgique ou bien de Suisse, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas d'arbres de cacao dans ces pays. Mais tout est importé à partir de la Côte d'Ivoire, du Ghana ou bien du Brésil. Ou bien du Mexique, bien sûr. Mais à quel prix? Ces clandestins, moi je ne les considère pas comme des clandestins. Ils sont venus retrouver ce qui a été pillé chez eux. Et je lance un appel à ces États de l'Union européenne qui, par leur politique, encouragent les cas d'accaparement des terres. Parce que si on dit que peut-être dans 5 ans ou bien 10 ans, on veut qu'on roule aux biocarburants, aux agrocarburants, alors que nous savons que les terres sont épuisées en Europe, où est-ce qu'ils vont aller? Chez moi. Mais moi aussi, j'ai besoin de mes terres. C'est pourquoi je dis, la lutte continue. La lutte continue pour construire un mouvement fort, un mouvement au sein de l'Afrique de l'Ouest, au sein de l'Afrique même, mais aussi pour essayer de construire un mouvement avec les pays, les continents comme l'Asie et l'Amérique latine,
pour qu'ensemble rétablir l'équilibre qui permettra à chaque pays et à chaque communauté, qu'ils soient agriculteurs, pasteurs, éleveurs, pêcheurs, de peuples indigènes, de profiter convenablement des ressources de la nature que la nature lui offre, mais de manière durable. Je vous remercie.